Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette chronique audio du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Ce film, tiré du livre éponyme de Roland Pérez, qui est une autobiographie, raconte comment Roland, l'auteur du livre, est né avec un pied beau et que, contrairement à l'avis des médecins, sa mère a tout fait pour faire en sorte qu'il puisse marcher debout, comment elle va réussir ou non à mener son combat et ensuite à quel point c'est une mère qui va être très influente dans sa vie. Le tout accompagné par la présence à l'écran et à la musique de Sylvie Vartan. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, militaire au bout. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Comme j'ai l'habitude de le faire, cette capsule audio va être coupée en deux temps. Tout d'abord une chronique dans laquelle je vais revenir sur la création du film, que ce soit de l'adaptation du tournage par Ken Scott, qui viendra intervenir par instant grâce à un entretien que j'ai pu avoir avec lui. Et ensuite, un second temps, donner mon avis sur le film. Donc, comme dit en introduction, le film est l'adaptation du livre éponyme de Roland Pérez, sorti en octobre 2021. Et c'est là où est-ce qu'on va se rendre compte qu'en fait, très vite, le livre a connu une adaptation. Parce que Ken Scott, qui présentait son avant-dernier film à l'Alpe d'Huez, à savoir Au revoir le bonheur en janvier 2022, a été contacté à ce moment-là par Lagomont, afin de lire le livre. Et lorsque Ken Scott lit le livre, il y voit beaucoup de thématiques qui sont récurrentes dans son cinéma. De ses propres mots, il y voit de l'émotion, de la comédie, et surtout beaucoup de personnages qu'il pourra exploiter. Et lorsqu'on connaît un petit peu son cinéma, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'humour, et même avant son arrivée dans le cinéma, c'est quelqu'un qui faisait partie de groupes humoristes. Et les personnages, notamment les questions familiales, c'est quelque chose qui traverse tout son cinéma, notamment la relation parentale. C'est le cas dans son avant-dernier film, justement, Au revoir le bonheur. 4 frères qui vont se revoir au moment du décès de leur père. L'extraordinaire voyage du fakir, où un fils va, à la suite de la mort de sa mère, faire un voyage à Paris, ou encore son film le plus connu, Starbuck, l'histoire d'un homme qui a fait des dons de sperme et qui, des années plus tard, est le père de 533 enfants dont 142 veulent le rencontrer. Et je profite du fait d'évoquer Starbuck pour vous le conseiller, c'est une de mes comédies préférées, il y a un petit côté Amélie Poulain par instant, c'est très drôle, extrêmement bien écrit, avec un tempo comique, et c'est très touchant, tout comme le reste de sa filmographie d'ailleurs. Donc face à ce livre et face à l'évidence qu'il devait l'adapter, il va se mettre au travail avec quand même une certaine difficulté. Le livre fait beaucoup d'allers-retours entre le passé et le présent et surtout, il va tracer 50 ans de l'histoire de Roland Pérez. Sauf que 50 ans, on peut le raconter en 160 pages, c'est beaucoup plus dur lorsqu'il s'agit d'un film d'1h40. Et là-dessus, Ken Scott revient sur son travail d'écriture. Évidemment, c'était ça le défi, en fait. C'est un roman qui est foisonnant de belles histoires. Alors pour moi, le défi au niveau de la scénarisation, c'était de m'assurer de condenser tout ça en l'espace de 1h45. Mais c'est là aussi la richesse du film, je crois, parce que bon, tout avance. Et ce que j'ai essayé de fabriquer au niveau du scénario, au niveau de chaque scène, au niveau des séquences, c'est de garder un certain dynamisme, en fait. Je voulais que le spectateur soit toujours actif. Et la façon de faire, c'est-à-dire quand on saute dans le temps, c'est de m'assurer qu'il y a des indices qui font en sorte que, évidemment, la scène fait avancer l'histoire, mais qu'il y a certains indices dans cette scène, quand même, qui font en sorte que la scène recule dans le temps aussi. C'est-à-dire, on comprend, ah oui, ce qu'on n'a pas vu, c'est telle information, parce que l'histoire, elle est rendue là, et s'ils sont rendus là, c'est qu'il y a ça, qui s'est passé, mais qu'on n'a pas vu. Alors, c'est tout un calcul, en fait, d'avoir des scènes qui sont riches, parce que, justement, elle avance dans l'histoire et nous amène là, mais recule aussi. Je ne crois pas que le spectateur se dise ça, mais je crois que ça garde le spectateur très actif dans ce qu'il voit, dans ce qu'il perçoit et dans la richesse de chacune de ces scènes. Alors, c'était ça le challenge, c'est de prendre 50 ans et de les ramener à 1h45, mais c'est ce que j'avais envie, en fait.
L'objectif pour lui aussi, c'était de s'emparer tant de l'histoire qui était racontée dans le livre que de cette famille. Ça, c'est un des points forts du film, c'est qu'il arrive bien à retranscrire tout l'amour qui se retrouvait dans cette famille. Mais la difficulté de retracer 50 ans d'une histoire ne se retrouve pas qu'au niveau de l'écriture, puisqu'un film c'est aussi du visuel, c'était aussi au niveau de la lumière. Et pour cela, il va s'entourer pour la première fois du directeur de la photographie Guillaume Schiffman, un habitué du cinéma de Hazanavicius entre autres, et aussi du film d'époque, comme on dit. Et il nous raconte un petit peu sa collaboration et comment la lumière est évolutive à travers le film. Ça a été un grand plaisir de travailler avec Guillaume Schiffman, un grand talent français. Rapidement, on s'est compris en fait. Il y avait une sensibilité. On avait aussi envie, étant donné ce défi de raconter ce film sur 50 ans, on avait envie de travailler la lumière dans ce sens-là aussi. Parce que il y a une évolution qui est là, on voulait que ça soit très subtil en fait, mais qu'il y ait une évolution vers la modernité au niveau des couleurs, mais au niveau de la lumière aussi. Et c'est quelque chose que je ne crois pas que les spectateurs se disent « Ah tiens, il y a une évolution », mais si on regarde la première image et la dernière, on se rend compte qu'on est bien là. On fait appel aussi à une certaine nostalgie, de dire voici, on est dans le point de vue de quelque chose qui nous est raconté dans le point de vue de Roland, pour tranquillement arriver à aujourd'hui avec quelque chose, une lumière et des couleurs qui sont plus réalistes. Alors ça a été un grand plaisir de travailler là-dessus avec un chef opérateur comme Guillaume Schiffman. Et cet amour de la retranscription du livre et d'une époque, on va le retrouver aussi à travers les décors avec cet appartement qui est très important, qui occupe toute la première partie et qui, quand bien même a été tourné en studio, le réalisateur a cherché de le rendre très vivant et donner une patte un petit peu organique, d'investir le lieu pour nous faire croire qu'il s'agit d'un vrai appartement parisien. Mais trêve de parler de création, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vaut le film ? C'est un film que je trouve très mignon, très sympathique. Comme vous avez pu le comprendre, Ken Scott, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment pour son film Starbuck. J'en profite pour le reconseiller, au cas où vous ne l'ayez pas compris la première fois. Voilà, vraiment Starbuck, c'est un énorme coup de cœur. Et on y retrouve beaucoup de choses qui me faisaient tout le charme de Starbuck. Déjà, Ken Scott est un excellent directeur d'actrices. Il arrive déjà à bien les caster. Il a été aidé bien sûr, mais surtout à les diriger. Alors, évidemment, la performance qui va vraiment marquée durant tout le film, c'est bien évidemment celle de Leila Bekti, qui s'est extrêmement investie du rôle, du début à la fin. On voit l'âge, les différentes époques qui vont la traverser, et on sent vraiment toute la hargne qu'elle a, tout l'amour qu'elle a envers son fils, et à quel point elle ne veut pas lâcher, et à quel point c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère dans son amour, mais qui est aussi très envahissante. Ça d'ailleurs c'est le propos du film. Alors je n'ai pas lu le livre, mais qui est très beau, c'est qu'on sent justement tout cet amour. Je parlais tout à l'heure de l'amour qu'on retrouve dans la famille, mais c'est aussi un amour qu'on retrouve entre mère et fils. Et le film arrive à être très juste par rapport à ça, à garder un certain équilibre. C'est tant un remerciement que aussi une volonté de couper le cordon et de ne pas vouloir être envahi par cette mère pleine d'amour, mais qui va trop loin et qui outrepasse les limites de son fils. Leila Bekti qui se retrouve en duo avec Jonathan Cohen. Alors c'est loin d'être la première fois qu'on les voit ensemble, mais là c'est la première fois qu'on les voit jouer mère et fils. Jonathan Cohen qui est d'un rôle différent de ce qu'on a l'habitude de lui donner. Alors peut-être parce que c'est un vrai rôle qu'il doit interpréter, celui de Roland Pérez, qui était derrière un petit peu le film à chaque instant, mais qui a vraiment laissé une liberté au réalisateur pour qu'il puisse vraiment adapter le livre comme il le souhaitait, pour pouvoir avoir cette trame narrative tout en gardant l'essence. Et c'est vrai que Jonathan Cohen dans son interprétation, je vais pas dire arrive à nous surprendre, parce que même si on a tendance à le catégoriser comme étant un acteur comique, ça reste un excellent acteur. Il est très connu notamment par Serge Le Mito, son personnage qu'il a fait connaître à partir de 2015-2017, et ensuite avec d'autres séries et d'autres films. Mais c'est vrai que si on reprend l'exemple justement de Serge Le Mito, c'est quelqu'un qui arrive à puiser dans l'émotion et à être très fort dans son jeu d'acteur. Donc là, ça fait plaisir de le voir avec ses différentes palettes et de ne pas le voir dans un rôle 100% comics. Et j'espère qu'à l'avenir, il aura d'autres rôles qui pourront se rapprocher de ce film. J'en profite qu'on soit sur les comédiens et comédiennes pour en parler de deux autres. Tout d'abord, il y a un rapide passage avec
avec Joséphine Japy. Joséphine Japy, que vous avez pu notamment voir dans Mon Inconnu, ça fait très plaisir de la revoir. Elle est très solaire, elle est très douce et le rôle qu'elle interprète lui va à merveille. Donc là encore, vraiment un très beau choix de casting. Et puis, ça va me servir de transition pour parler du travail comique qu'on retrouve dans le film. On peut noter la présence de Milo Machado Garner, que vous connaissez probablement grâce à Anatomie d'une chute, où elle interprète le fils, qui depuis a eu plein de rôles. D'ailleurs, le film a été tourné en septembre 2023, donc c'est-à-dire un mois après la sortie d'Anatomie d'une chute, et donc 3 après la Palme d'Or, donc quand il était vraiment sous le feu des projecteurs. Et il a une scène en particulier où son tempo comique est parfait et qui rend la scène hilarante. Et ça, c'est quelque chose qui est très plaisant à revoir, c'est que le réalisateur, comme je vous ai dit, vient de l'humour. Et donc, il a cet amour du dialogue, cet amour du verbe, que l'on retrouve avec des dialogues vraiment bien ciselés, qui permet d'avoir des ping-pong humoristiques. Et évidemment, ce tempo qui permet des fois de laisser la caméra tourner et les comédiens agir, jouer sur les silences, ce qui permet d'étirer ce malaise et ensuite de le ponctuer par plein de petites blagues. C'est quelque chose qui est très plaisant à voir et c'est une comédie qui fonctionne très bien de ce côté-là, tout comme du côté émotionnel. Néanmoins, le film n'est pas parfait, hein, notamment pour 2 aspects à mon sens. Tout d'abord, Sylvie Vartan a décidé de jouer le jeu et de faire partie du film, tout comme elle est une amie de Roland Pérez dans la vraie vie. Sauf que le film a décidé d'inclure les passages où Roland Pérez, plus jeune, a interviewé Sylvie Vartan lorsqu'il travaillait pour un magazine. Et autant dire que le résultat de rajeunissement ne fonctionne pas du tout. Il est même plutôt raté. Alors, je ne sais pas si c'est du deepfake, s'ils ont pris Sylvie Vartan et qu'ils ont essayé de la rajeunir numériquement, ou s'ils ont pris quelqu'un qui lui ressemblait pour ensuite incruster son visage. Bon, dans les 2 cas, ça fonctionne très mal. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que le film n'a pas pu avoir... est-ce que c'est parce que le film n'a pas eu plus de temps ou de budget pour pouvoir perfectionner ce passage-là? Mais c'est vrai que les quelques moments où elle apparaît jeune, ça passe mal. Et ensuite, bon, de ce que j'ai compris, c'est tiré du livre, mais c'est vrai que je trouve dommage que toute cette première partie soit autant consacrée à la famille, et qu'à partir de la seconde, la famille disparaît progressivement et qu'il n'y a plus qu'elle et son fils. Alors ça permet de construire comment lui dans sa vie va vivre sa vie amoureuse et sa mère qui est très présente dans celle-ci et comment il doit essayer de couper le cordon comme j'en parlais plus tôt. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait que son point de vue et qu'on n'ait pas le reste de la famille qui était très présente et qui était aussi très vivante et dont on y croyait vraiment dur comme fer. Mais à part ça, je trouve que c'est un très chouette film et je vous encourage à le découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez passer un très bon moment, vous allez voir de chouettes comédiens, revisiter un petit peu le Paris des années 60 jusqu'à notre époque. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je lui souhaite un bon succès critique. En attendant, nous on se retrouve donc pour un nouvel épisode d'Avis désastreux et je pense avoir fait le tour de toute la promo. Bref, en attendant que l'on revienne, eh bien, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, à une prochaine.